avec blessés, de cyclistes, de piétons. Puis si vous regardez là, les chiffres de la santé publique, vous allez voir là, Christophe Colomb, Papineau, Saint-Hubert, Saint-Laurent, Berry, La Jeunesse. Tout, dans le fond, c'est pas compliqué. La règle est simple, plus il y a d'auto, plus il y a d'accidents. C'est uniquement la question de comment je dirais, le volume de circulation qui détermine le nombre d'accidents. Et malheureusement, ça me rend fou à chaque fois, les gens qui se font frapper sont majoritairement des enfants ou des personnes âgées parce que, tu sais, il faut courir vite pour traverser une rue. Alors, il y a aussi des enjeux de santé publique, mais éventuellement, la bataille du climat va se gagner quartier par quartier par des aménagements qui permettent d'avoir des quartiers plus durables, plus viables, puis qui sont axés sur les transports actifs. Mais ça, c'était comme la fin de ma présentation. Maintenant, je vais y aller pour le début. Évidemment, je commence toujours par cette photo-là qui a été prise l'année de ma naissance. Hein. C'est une des dernières missions Apollo au retour sur Terre qui a pris cette photo-là. Donc, à l'époque, les astronautes amenaient des appareils photo puis prenaient des photos par le hublot. Là. C'est du tourisme de l'espace. Ces photos-là sont importantes parce qu'ils nous ont fait réaliser la beauté de la maison qu'on habite. Et c'est pas pour rien que très peu de temps après qu'on ait publié les premières photos de la Terre vue de l'espace, hein, ça a été en 1969 que les premières photos ont été publiées. Le jour de la Terre est né moins d'1 an après ça. Et l'idée de protéger notre planète, hein, l'idée de notre planète est née de ça, beaucoup. Et le mouvement écologiste moderne est très axé sur justement la question de protection de la planète. Cette photo-là est vraiment intéressante parce que la petite bande bleue que vous voyez, c'est l'atmosphère terrestre. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Julie Payette, l'astronaute canadienne qui, soit dit en passant, a fait ses études au Collège Mont-Saint-Louis. Et je pense à Regina Sunta aussi. Puis a fait son primaire, bref, elle est dans le quartier-ville elle aussi, grand quartier, grand arrondissement. Elle dit que pour elle, quand tu es en orbite, tu vois ça, le lever du soleil, plusieurs fois par jour, hein, parce qu'évidemment, en étant en orbite sur Terre, tu le vois vraiment, je ne sais plus c'était quoi la fréquence, là. Et elle disait que ce qui est fantastique, qu'elle trouvait très émouvant, c'est qu'au-dessus de cette petite bande bleue-là, il n'y a nulle part ailleurs dans l'univers où on a découvert la vie encore. Là, récemment, on a vu que peut-être qu'il y avait une lune sur Jupiter, qu'il y avait peut-être une lune de Jupiter, qu'il y avait peut-être des formes de micro-organismes, on ne sait pas encore. Mais c'est loin de la richesse, de la diversité de la vie qu'on a sur Terre. Et la bande bleue, qui est l'atmosphère terrestre, elle est très importante parce qu'elle a déterminé la température, en très grande partie de la température sur Terre qui était, avant le début de l'ère industrielle, autour de 15 degrés Celsius, là, jour et nuit, tous les hémisphères, été comme hiver, c'est 15 degrés là, en gros, en moyenne. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a de l'eau à l'état liquide et qui permet à la vie d'apparaître. Donc, l'effet de serre, c'est une bonne chose. C'est très, très important dans l'histoire de l'apparition de la vie sur Terre. Mais en même temps, on a besoin d'une forme de stabilité de ce système-là pour assurer la stabilité de tous les autres systèmes qui animent notre planète. J'ai pas besoin de vous décrire ou de vous expliquer d'où vient le problème. Ce sont les combustibles fossiles qu'on a commencé à brûler au moment de l'industrialisation. D'abord le charbon, ensuite le pétrole, puis le gaz naturel. Ça a permis quand même de développer l'humanité à un point, au point aujourd'hui où notre espèce est une espèce qui a atteint la domination complète de l'ensemble de la biosphère et de l'ensemble des systèmes qui assurent la vie sur Terre. Ils ont même nommé une nouvelle ère géologique. Vous savez, il y a à peu près un mois et demi, la Commission géologique mondiale s'est réunie et à l'unanimité a adopté une nouvelle ère géologique qui s'appelle l'Anthropocène. L'Anthropocène qui signifie l'ère géologique récente de l'homme. Et c'est important parce que nous sommes devenus finalement le facteur principal d'évolution géologique de notre planète. C'est pas rien quand même. Et les combustibles fossiles ont permis ça. Mais évidemment, comme toute bonne chose, trop d'une bonne chose finit par être une très mauvaise chose. Et dans ce cas-ci, les combustibles fossiles sont en train d'altérer notre climat. En passant, on les appelle fossiles parce que ce sont des fossiles. Hein? Et la vie sur Terre, depuis très longtemps, emmagasine du carbone dans le sol, à travers la photosynthèse notamment, puis à travers tous les arbres et les végétaux.
Et c'est devenu du charbon, du pétrole et du gaz avec toutes sortes de forces géologiques et chimiques, et bref, qui dépassent de loin mes compétences. Mais donc, c'est important de comprendre qu'en sortant tous ces gisements-là de charbon, de pétrole et de gaz, et en les relançant dans l'atmosphère, on a inversé en très peu de temps un phénomène qui durait depuis des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années sur Terre. Vous voyez ici les émissions de gaz à effet de serre, les concentrations. Non, je recommence. Les émissions de gaz à effet de serre depuis 1850, et vous voyez que ça continue d'augmenter. Non seulement on continue d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, mais le rythme d'augmentation s'accélère. Il y a une bonne nouvelle peut-être. En 2015, les émissions de gaz à effet de serre issues du secteur de l'énergie, donc tout ce qui est production d'électricité et d'énergie, ont plafonné. Notamment parce qu'aux États-Unis puis en Chine, aux États-Unis, on commence à fermer des centrales de charbon. Puis en Chine, il y a eu un plafonnement. Et donc, ça fait, je pense, en 2014 et en 2015, il y a 2 années de suite où ça a plafonné. Et donc, il y aurait lieu quand même de voir un certain encouragement là-dedans. Mais sinon, nos émissions de gaz à effet de serre sont loin de diminuer. Au contraire, l'augmentation s'accélère. Ce graphique-là, dans le fond, c'est toute la théorie, toute la science du climat tient là-dessus. Vous avez en blanc les températures sur Terre depuis 800 000 ans, et en bleu les concentrations de CO2. Puis je suis certain que les enfants qui sont là à table comprennent une chose très très simple. Hein? Les deux courbes, ça ressemble-tu? Ça ressemble pas mal, hein? OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc les deux courbes vont une dans l'autre. Pourquoi? Parce que plus on augmente le CO2 dans l'atmosphère, plus on augmente la température. Et moins il y a de CO2, plus il fait froid. Et c'est significatif parce que quand on est ici, il y a 2 km de glace par-dessus nos têtes. Ça, c'est une ère glaciaire, une autre ère glaciaire, les aires interglaciaires ici. Alors, c'est significatif. Des petites variations dans les concentrations de CO2 dans l'atmosphère peuvent générer des très grands changements. Donc, entre ce point-là et ce point-là, c'est une glaciation. Donc, entre ce point-là et où on est rendu aujourd'hui, nécessairement, ça annonce des changements assez drastiques au climat tel qu'on l'a connu. Mais c'est lent. Le climat en ce moment change à une vitesse inégalée depuis des centaines de millions d'années ou des dizaines de millions d'années, mais à vue d'œil humain, il n'y a rien qui change. Parce que dans le fond, il fait beau aujourd'hui, il ne fait pas beau demain, il fait froid, il fait chaud, il y a l'hiver, il y a l'été. Quand nous, on observe les changements, on les voit un peu, les agriculteurs les voient. La saison d'agriculture au Québec s'est allongée de 2 semaines depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des allergies à l'herbe à poux ici? Oui. Okay. Bon, comme moi, là, j'ai remarqué, c'est plus long. Ça commence plutôt en juillet, parce qu'ils montent, les graminées arrivent montent en graines plus tôt. Et ça se termine au gelé, puis les maudits gelés n'arrivent pas. Alors, vous comprenez, la saison, et c'est de même partout dans le monde, il y a des choses qui changent, mais à un rythme peut-être qu'ils ne veulent pas de voir. Si on continue d'exploiter les ressources de combustibles fossiles comme on le fait en ce moment, pendant un autre 40 ans, on s'en va dans une concentration de 600 parties par million. Concentration de CO2 dans l'atmosphère, alors qu'en ce moment, on est autour de 400. À 600 parties par million, il n'y a aucun scientifique qui peut vous garantir que la vie telle qu'on la connaît sur Terre est encore possible. On ne peut pas le garantir. Parce que, et c'est tellement intéressant, je ne sais pas si les gens qui ont vu, Charles Côté a fait un article dans la presse la semaine dernière où il racontait que la dernière fois qu'il y a eu 400 parties par million, OK, le niveau de la mer était 30 mètres supérieur à aujourd'hui. Il y aurait eu des plages d'eau salée sur René Lévesque à Montréal, OK? Ça, c'est la dernière fois que c'est arrivé qu'on était à 400 parties par million. Puis il y avait d'autres statistiques assez intéressantes aussi. Donc, avec le temps, ces changements-là vont se faire de plus en plus visibles pour nous, vont affecter de plus en plus de choses. Et si on continue, bien évidemment, c'est un peu comme plonger dans l'inconnu. Alors que si on s'arrête aujourd'hui, je ne vous annoncerai pas de bonnes nouvelles. Je ne vous dirai pas si on arrête tout aujourd'hui,
tout va revenir comme avant l'ère industrielle, parce qu'on a déjà tellement mis de CO2 dans l'atmosphère qu'on en a encore pour une centaine d'années de réchauffement. Parce que le CO2, il ne disparaît pas, c'est pas parce qu'on arrête d'en envoyer que celui qui est déjà là, la pollution va disparaître. Il faut laisser le temps à la planète de se nettoyer. Mais justement, plus vite on arrête, plus on laisse la possibilité à la planète de retrouver un équilibre. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Quelques données pour vous. Vous voyez, on voit l'augmentation de la température sur Terre. En passant, il y a des gens, il y a des sceptiques des fois qui disent, vous voyez, ils disaient que le réchauffement s'était arrêté depuis 1998, parce que, vous voyez, la courbe a fait ça. Mais 1998 était particulièrement très très chaude, une anomalie, il y avait eu un gros El Niño cette année-là. Et donc, des gens qui choisissaient cette année-là, qui disaient, il n'y a plus de réchauffement, ça a commencé à se refroidir. Alors, faites attention, celui ou celle qui choisit l'année de référence ou qui choisit la statistique, contrôle un peu la conversation, comment on se prémunit contre ça, on regarde des longues périodes, et là on se rend compte que non seulement il y a réchauffement, mais que le réchauffement s'accélère. Ou, pris autrement, regardez-le par décennie. Vous voyez que depuis 1980, la décennie des années 80, 90 et maintenant 2001-2010, et je vous dis tout de suite, 2010 à 2020 va pulvériser complètement la décennie précédente, parce que chaque année maintenant bat le record d'année la plus chaude presque annuellement. Donc le réchauffement s'accélère, c'est normal parce qu'on en a tellement envoyé que l'effet du réchauffement est en train de se faire. 2015 a été la 39e année consécutive pendant laquelle la température mondiale a dépassé la moyenne du 20e siècle. Mais cette statistique-là est encore meilleure. Septembre 2016 a été le 379e mois consécutif durant lequel la température de la planète a dépassé la moyenne du 20e siècle. La dernière fois qu'il y a eu un mois en dessous de la moyenne, c'était février 1985. Patrick Roy a gaulé sa première game cette année-là, ce mois-là. Au sommet des palmarès, c'était Wham, puis le meilleur film qui est le plus populaire, c'était Le flic de Beverly Hills. Puis il y avait beaucoup de monde avec beaucoup de spray net dans les cheveux. Okay? Ça fait longtemps. Bref, habituellement, quand il y a des gens qui sont jeunes dans ça, c'était très rigolé. Donc, ça fait très longtemps. Et imaginez, là, normalement, dans une moyenne, il y a un mois sur deux qui va être en dessous de la moyenne, un mois sur deux qui va être au-dessus de la moyenne. C'est ce qui fait la moyenne, grosso modo. Jouez à pile ou face 379 fois, puis vous tombez sur pile 379 fois consécutives. Je la connais pas, la probabilité de ça, là, mais on est dans les milliards de... En fait, une chance sur des milliards. Donc, c'est pas le fruit du hasard, c'est vraiment parce qu'on est entré dans une nouvelle normale. Août 2016 a été le mois le plus chaud de l'histoire. En fait, c'est septembre. Septembre a battu août, puis août avait battu juillet. OK? Alors, vous voyez, là en ce moment, c'est vraiment, on le voit, l'année la plus chaude jamais mesurée, c'est pas 2014, c'est 2015 maintenant, et 2016, statistiquement, on est rendu à 99% de chance que 2016 soit plus chaude que 2015. Bon. Au Québec, selon le consortium Ouranos, on va être à 2 degrés de réchauffement en 2020. Le Québec étant dans une région nordique, c'est sûr que le Grand Nord se réchauffe plus rapidement que les régions plus au sud. Et donc, on est à 2 degrés en 2020, 4 degrés en 2050 et 7 à 9 degrés en 2080. Le climat de Montréal, dans un monde qui se réchauffe de 2 à 4 degrés, c'est un climat qui ressemble à celui, grosso modo, là, entre Washington et la Floride. C'est ça qui est en train de se passer. C'est pas pour rien là, que les tiques de Lyme les tiques qui donnent la maladie de Lyme commencent à remonter par ici, parce qu'il fait plus chaud, puis ils sont capables de vivre, leur aire de répartition est en train de migrer vers le nord. Donc, je vous parle de ça parce que c'est indéniable maintenant qu'on a un choix, qu'il y a une décision à prendre. La décision est simple, c'est on continue business as usual, puis on en profite, puis quand ça se finira, ou bien on cesse le plus rapidement possible d'utiliser tous les combustibles fossiles.
Et ça, la communauté scientifique s'entend pour le dire, et même le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui était auparavant le gouverneur de la Banque du Canada, l'a dit, la très vaste majorité des réserves de combustibles fossiles ne peuvent pas être brûlées. Et c'est là où ça devient intéressant du point de vue québécois, du point de vue du projet de loi 106. Si je vous dis que on ne peut pas brûler la vaste majorité des ressources, celles qui sont connues, mais celles qui existent et qu'on n'a pas encore découvertes, la première chose à faire, c'est peut-être d'arrêter d'en chercher. Hein? Parce que ce qu'on trouve, dès le moment où on le trouve, on va vouloir l'exploiter. Si on l'exploite, on condamne l'avenir de notre climat et de l'humanité. Et donc, d'une certaine façon, il y a quelque chose de complètement immoral à vouloir poursuivre l'exploration pétrolière en disant oui, mais on en a encore besoin. Oui, mais on a encore besoin de DDT, comprenez-vous, mais on n'asperge plus les enfants avec ça parce qu'on sait aujourd'hui que c'est dangereux. Hein? On a des bombes nucléaires, mais on ne les lance pas parce que c'est dangereux, parce que ça met en péril la survie de l'humanité. Alors, il y a des décisions importantes. Il y a peut-être des gens qui en ont entendu parler. Le 31 mars dernier, je suis allé remettre mon diplôme à l'Université McGill, mon diplôme de baccalauréat, avec 30 autres diplômés pour protester contre le fait que l'Université McGill refuse de désinvestir des combustibles fossiles. Parce qu'une institution scientifique qui investit dans les combustibles fossiles, si vous réfléchissez comme il faut, soit que cette institution-là nie la science du climat en disant on peut continuer d'investir dans les combustibles fossiles, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas que c'est ça. Je pense que McGill reconnaît la science du climat. Mais ils font comme le gouvernement du Québec et comme d'autres, ils disent oui, la science du climat, elle est réelle, elle est vraie, on y croit, mais on continue de parier contre le climat mondial en investissant pour obtenir des rendements dans les combustibles fossiles. Et ça, pour moi, c'était une position qui était éthiquement intenable. Et avec Camille Bouchard et plusieurs autres, on est allé remettre nos diplômes en disant on ne veut plus que notre nom soit associé à une université qui parie sur la destruction du climat pour faire de l'argent. C'est pas, on s'attend d'une institution d'enseignement à ce qu'elle ait des standards éthiques beaucoup plus forts que ça. En passant, la Caisse des dépôts continue d'investir dans les combustibles fossiles. Toutes les banques continuent d'investir dans les combustibles fossiles. Tout le monde, en ce moment, tient le double discours de il faut agir, mais en même temps, il faut continuer de donner de l'énergie aux gens. Bref. Alors, je vais vous l'illustrer autrement. De 1850 à 2000, on a émis 1020 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, ou 1 milliard de tonnes de CO2. Ensuite, entre l'année 2000 et, je pense, 2012, on en a ajouté 380 gigatonnes. Dans le fond, là, en à peine une douzaine d'années, on a fait 38% de ce qui avait pris 150 ans à faire. Ça s'accélère. Ce qui nous reste, qu'on a le droit de dépenser encore, c'est-à-dire qu'on a le droit d'émettre pour éviter un dérèglement irréversible du climat, c'est 500 gigatonnes. Mais les réserves des compagnies pétrolières, c'est-à-dire les réserves prouvées et commercialisables, qui comprennent ce qu'il y a dans les sables bitumineux puis ce qu'il y a un peu partout, c'est 745 gigatonnes. Mais on estime qu'en plus de ça, il y a un autre 2000 gigatonnes qui est un autre 2000 gigatonnes qui est comme présent, mais non encore découvert. Alors, quand le gouvernement du Québec adopte le projet de loi 106, il dit à Petrolia, puis Juniec, comment il s'appelle, je ne me souviens jamais, il y a comme 4 compagnies juniors au Québec qui font de l'exploration pétrolière, puis on est rendu qu'on écrit des politiques publiques pour mettre de l'argent pour eux tout le temps, mais bref. Ces 4 compagnies-là, ils veulent trouver du pétrole dans ce carré orange-là, ou du gaz. Puis après ça, quand ils vont l'avoir trouvé, ils vont vouloir l'exploiter, fait qu'ils vont vouloir le mettre en exploitation là-dedans. En fait, ils veulent chercher ici pour l'envoyer là-dedans, puis quand ça va être là-dedans, ils vont vouloir l'envoyer puis l'exploiter. À toutes les fois qu'on cherche du pétrole, du charbon et du gaz, on grossit ce qu'on appelle notre bulle carbone. Pourquoi on appelle ça la bulle carbone? C'est que si jamais on décide qu'on agit sur la question du climat,
tous les actifs, l'argent qui va avoir été investi, comme le gouvernement du Québec qui a mis 100 quelques millions dans Anticosti, ça va être perdu. Parce que du moment où on choisit d'agir pour protéger le climat, tous les actifs sont dévalués. Et on se retrouve dans le secteur boursier avec un problème que, en ce moment, la bourse, par exemple, au Canada, elle a beaucoup de pétrole, d'actifs pétroliers. Puis si du jour au lendemain, ces actifs-là ne valent plus rien, on fait éclater une bulle financière. Donc, c'est non seulement non éthique au plan de l'avenir du climat, de continuer l'exploration pétrolière. En plus de ça, c'est risqué au plan financier. Et ça crée des actifs qui risquent encore plus d'être dévalués dans le futur. Donc, et peut-être que ça vous dites, ben oui, mais il y a tellement encore de gens qui utilisent du pétrole, probablement que ces actifs-là ne vont pas perdre leur valeur. Mais dans le charbon, dans les derniers 4 ou 5 ans, les compagnies de charbon ont vu leurs actifs s'effondrer. Okay? Peabody Coal, qui est la plus grosse compagnie de charbon aux États-Unis, a vu son actif dévalué de 95%. Pas parce qu'on n'utilise plus de charbon, parce que la valeur de leur actif était adossée sur l'exploitation future des réserves de charbon qu'ils possèdent. Puis comme on consomme, bref, la consommation de charbon, elle a plafonné, puis elle commence à décliner, les investisseurs se rendent compte que ces titres-là étaient surévalués, donc les compagnies de charbon sont en train de tomber. Il va se produire la même chose pour les compagnies de pétrole le jour où on va remplacer le moteur à explosion par un moteur électrique. Parce que, comme je vous disais, le mariage entre le moteur à explosion et le pétrole, c'est ce qui a fait qu'on en consomme autant. Que le gros du pétrole va dans le transport. Et donc, vous voyez un peu que le risque vraiment là, sur l'horizon 2020-2030, que tout d'un coup les actifs pétroliers s'effondrent, est là. Mais d'une manière ou d'une autre, à la rigueur, s'ils veulent perdre leur argent, c'est leur affaire. Mais nous, quand on fait des politiques publiques, on doit déterminer est-ce que oui ou non on va permettre de continuer de découvrir du pétrole ici pour l'envoyer là, pour dépasser notre budget carbone. Puis la réponse scientifique, c'est non. La réponse des promoteurs, c'est oui, c'est bien évident. S'ils découvrent du pétrole et ils réussissent à l'exploiter, ils font de l'argent. Puis ils veulent faire de l'argent, puis le gouvernement du Québec actuel considère que n'importe qui fait de l'argent, c'est bon pour tout le monde. Mais non, dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. Dans la revue Nature, en janvier 2015, on apprenait que 85% des réserves de sable bitumineux doivent demeurer inexploitées pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Parce que le fameux budget carbone de 500 gigatonnes, ce budget-là, si on se dit on va se limiter à 500 gigatonnes, la deuxième question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va aller les prendre, ces 500 gigatonnes-là? Puis on va certainement pas prendre le pétrole qui coûte le plus cher au monde à extraire. Et on va certainement pas prendre le pétrole qui pollue le plus au monde quand on l'extrait. On va aller chercher les champs pétroliers existants qu'on peut épuiser graduellement et qui polluent moins. Donc 85% des sables bitumineux, grosso modo, ça veut dire on ferme tranquillement, graduellement ce qui existe. Bon, où se situerait le Québec là-dedans? En Anticosti, apparemment, ça coûterait 80-90$ le baril sortir du pétrole de là. Puis ça, je ne suis pas certain que ça comprend les infrastructures qu'il va falloir construire, les ports en eau profonde, puis tout ça. Hey, j'ai plus de temps, il faut que je continue. Bref, le Québec là-dedans a des sources de pétrole qui ne sont pas intéressantes et qui ne devraient pas être exploitées si on veut maîtriser notre budget carbone. Récemment, Origin International a publié une étude où ils disent à eux seuls, les gisements de pétrole et de gaz actuellement exploités mèneraient à un réchauffement au-delà de 1,5 degrés Celsius, qui est un des... Paris a fixé l'accord de Paris a fixé 2 objectifs. Limiter le réchauffement à 2 degrés, mais tenter aussi de limiter à 1,5 degré. En réalité, ce qu'on a actuellement en infrastructure pétrolière, juste ça, ça nous fait dépasser 1,5 degré. Ça veut dire que si on ajoute un pipeline, on pète le plafond. On ajoute un puits de pétrole au Québec, on pète le plafond. Tout ce qu'on ajoute, on pète le plafond parce qu'on a déjà pété le plafond. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas de vouloir en ajouter quand il faudrait en enlever. Je finis sur un point, je voulais vous laisser sur quelques aspects positifs. Je pense qu'on va gagner la bataille du climat, mais je pense qu'il est déjà trop tard pour préserver le climat tel qu'il l'était
il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Mais on va gagner pour plusieurs raisons. D'abord, les investissements dans les nouvelles capacités de production d'énergie depuis 2010 dans les renouvelables ont dépassé les combustibles fossiles. Donc, les marchés financiers, déjà depuis 5 ans, et même plus, investissent plus dans les énergies renouvelables que dans les combustibles fossiles. Il y a plus d'argent qui se fait là. Ça, c'est un signal important. Et qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça fait que il y a de plus en plus de capacités qui s'installent. Alors, vous voyez, charbon, gaz, pétrole, 2013, 2015, à chaque année, qu'est-ce qui s'ajoute? Puis vous voyez, par exemple, dans la biomasse, le solaire, la géothermie, comment ça augmente, l'éolien. Vous voyez qu'en ce moment, les investissements sont passés vers les énergies renouvelables, puis annuellement, les nouvelles capacités qui s'installent, il y en a plus dans les renouvelables que dans les combustibles fossiles. Mais ça, c'est pour essentiellement la génération d'électricité. Ça veut dire essentiellement qu'on ferme les centrales au charbon, qu'on les remplace par du solaire, de l'éolien et d'autres choses. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et prochainement, on est en campagne pour faire en sorte que le Canada se débarrasse de l'ensemble de ces centrales au charbon. Il en reste en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et en Alberta. Ça va faire un impact très, très grand, presque aussi grand que si on fermait. En fait, je pense même plus grand que si on fermait les sables bitumineux. En termes de du jour au lendemain, ce qu'on est capable de faire. Donc, ça, c'est une première bonne nouvelle. Mais ça règle. Puis vous voyez le coût des cellules photovoltaïques qui continue de diminuer. C'est comme les microprocesseurs d'ordinateur. Hein? Vous vous souvenez, à l'époque, on achetait un ordinateur, puis ça coûtait très cher, c'était pas très puissant. Puis aujourd'hui, l'ordinateur, il est 1 million de fois plus puissant, puis il coûte comme 100 fois moins. Parce que c'est la même chose. En fait, c'est la même chose dans les cellules photovoltaïques. Ils deviennent de plus en plus performantes et ils coûtent de moins en moins cher à produire. Et donc, le coût du kilowattheure d'énergie solaire en ce moment, il y a des contrats qui ont été passés à certains endroits dans le monde à moins de 2 sous ou entre 2 et 3 sous du kilowattheure. Hein? Puis nous, notre électricité, le barrage de la Romaine en ce moment, c'est entre 7 et 9 sous du kilowattheure. L'éolien maintenant produit à 5 sous ou à 6 sous du kilowattheure. Donc, on a passé le seuil où les énergies renouvelables deviennent plus rentables que les énergies fossiles, malgré le fait que les énergies fossiles sont massivement subventionnées dans le monde. Alors ça aussi, ça me donne l'impression qu'on est sur la bonne voie. Mais, puis j'ai pas le temps d'entrer dans le détail de comment on s'enligne dans une révolution énergétique qui était absolument inimaginable il y a 10 ou 15 ans. Je vais juste passer pour aller vers les véhicules électriques. Ça, j'ai aimé ça. C'est en avril 2015, un article dans Bloomberg. Big Oil is about to lose control of the auto industry. Parce qu'il leur reste leur dernier refuge qui est le transport, l'automobile. Puis le jour où on leur enlève ça, c'est pas loin, parce que selon Bloomberg, en 2020 à 2022, l'auto électrique va être à parité avec l'auto à essence. Je sais que vous allez me dire, si on remplace toutes les autos électriques, les autos à essence par des autos électriques, il va encore avoir du trafic. Le problème, c'est l'auto solo. Oui, il faut investir dans le transport collectif en priorité, mais il y a 4 500 000 véhicules au Québec sur nos routes. On ne va pas tout remplacer par du transport collectif. Si on peut électrifier une partie de ça, on enlève la planche à billets, comprenez-vous, des compagnies pétrolières. Et donc, à un moment donné, on a besoin de moins en moins de combustibles fossiles parce qu'on produit de l'électricité à partir d'hydroélectricité, à partir d'éolien, à partir de solaire. Nos moteurs vont être à l'électricité. On est sur le point d'arriver à cette révolution-là. Donc, au plan technologique, au plan financier, on est sur le point de gagner. Mais, j'adore ça. Alberta Oil, un magazine pétrolier d'Alberta qui dit « Hell on wheels hein, », l'enfer sur des roues. Parce qu'eux, ils vont arriver des Tesla et ils disent « Mon Dieu, si les gens commencent à acheter ça au lieu d'acheter des gros VUS, on est fait. » Alors, puis la dernière chose, pourquoi on va gagner la bataille du climat, j'ai fait allusion à ça, c'est devenu un enjeu éthique, c'est devenu un enjeu moral, c'est devenu un enjeu citoyen. Et il y a des gens qui se lèvent partout dans le monde.
Le plus gros mouvement social en ce moment à l'échelle de la planète, c'est le mouvement de défense du climat. Il y a eu, avant la conférence de